Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. On a une colonne absente, là. Oh là. Je suis interpellé. Je vais procéder à l'appel, si vous le permettez. Donc, d'abord, je salue la presse, je salue le public, mesdames et messieurs les chefs de service, et à nouveau, mesdames et messieurs les élus. Merci pour cette première séance de l'année. Pour lequel nous discuterons du débat d'orientation budgétaire prévu par la réglementation. Alors, je vais procéder à l'appel, si vous le permettez. Le courrier est dit présent. Jean-Jacques Afchin. Rusmaïni Sad Mohamed. Maurice Pelage. Elisabeth Rivière. Olivier Berthelot. Sabrina Ouédé donne procuration à Michel Baudry. Michel Baudry. Valérie Bolo, Lionel Pagaloua, Élodie Ferrali, Marguerite Filimoaou, Chantal Courteau, Paula Oussou donne procuration à Nadine Jalabert, Femia Motoui, Pierre-Louis Alguérès, Sandrine Vantard Tassipan, Marie-Thérèse Tu, Vaïa Frogier, Lolesio Mavaka donne procuration à Vaïa Frogier, Georges Tarayaou donne procuration à Marie-Thérèse Tu et Raphaël Tofili donne procuration à Mathieu Goyon. Mathieu Goyon, Karl Engela. Donc Catherine Griveau-Bock devrait arriver. Voilà. Yvi Poya, absente. Laure Moreau, absente. Nina Juliet, absente. Michael Leland, absent. Frédéric Parent, absent. Jean-Iréné Boineau, absent. Romuald Pidgeot, absent. Emiliana Toutiquian-Blandel, absent. Béthéo Sao, je ne le mets pas encore absent. Il devrait être en retard calculé. Donc nous avons 3 points à l'ordre du jour. L'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 décembre, l'acquisition à titre gratuit par la ville du Mont-d'Or de lots de foncier et puis un débat d'orientation budgétaire. Je voulais juste déjà vous dire que le secrétaire de séance, ça sera Michel Baudry. Et déjà, le prochain conseil municipal, il sera en mars pour le budget. Le jeudi 13 aussi, jeudi 13 mars. Voilà, ça vous avez tout. Vous avez tout. Avant de débuter nos travaux, je voudrais que se présente à vous notre nouveau secrétaire général adjoint, Olivier Duguy, qui nous arrive de la mairie de Dimbéa, donc qui remplace Jean-Charles Cartégénie, qui nous a laissé tomber là, il y a quelque temps, et que nous regrettons amèrement, surtout en période budgétaire, mais Olivier, il a de grandes compétences dans le domaine. Je le laisse se présenter. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs les conseillers. Quelques mots de présentation. Donc, voilà, j'ai commencé ma carrière il y a une trentaine d'années maintenant, comme directeur de communes en métropole, dans des communes plutôt rurales de 5 à 10 000 habitants. J'ai l'habitude de dire si c'était un peu les communes de Bourail ou de La Foix, pour donner une idée. Et puis ensuite, après une dizaine d'années en métropole, je me suis envolé pour le Pacifique, d'abord pour 2 années à Wallis et Futuna, comme chef de la circonscription d'Ouvéa, auprès du préfet qui gouverne le territoire. Et puis ensuite, j'ai rejoint la Nouvelle-Calédonie en 2006. J'avais été retenu à l'époque pour la préfiguration du SIGN et la direction des 2 syndicats de l'eau et des déchets, ce qu'on appelait le grand tuyau à l'époque, je pense que tout le monde s'en souvient. Ensuite, j'ai rejoint la CECAL pendant 4 ans en qualité de directeur administratif et financier, où j'ai accompagné les grands projets d'urbanisme que tout le monde connaît, ZAC d'Embéa, de Panda. Et puis, c'était aussi l'époque des opérations de construction du Médipôle et de la rénovation de l'aéroport de Tontouta. Et ensuite, 11 années à la direction de la Chambre de métier de l'artisanat,
toujours dans le secteur public, puisque on l'oublie quelquefois, mais les chambres consulaires sont des établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. Et puis après cet épisode auprès des artisans, donc depuis le milieu de l'année 2022, j'ai occupé les fonctions de directeur administratif et financier à la mairie de Dembéa. Et donc c'est avec plaisir et enthousiasme que je rejoins votre équipe pour porter avec efficacité, j'espère, réussite, j'en suis sûr, vos projets de la mandature, et projets qui sont nombreux sur le Mont d'Or. Je les découvre avec intérêt depuis lundi matin, et donc je veux qu'ils sont intéressants, nombreux, fournis et surtout très, très transversaux avec l'ensemble des équipes que j'ai pu rencontrer et les quelques élus que j'ai pu déjà rencontrer. Voilà, en tout cas, je voulais tous vous remercier de m'avoir accordé votre confiance et puis de l'accueil que vous m'avez réservé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà, merci, monsieur Duguy. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, tous ces postes de secrétaires généraux, de cadres en particulier, directeurs, sont difficiles à pourvoir. Donc, on se félicite doublement de vous avoir, par votre formation déjà, et puis par le lien que vous avez créé déjà en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on a reçu un agent tropicalisé. Voilà. J'ai vu en vous quelqu'un qui connaissait parfaitement les outils locaux, et on en est bien content. Vous arrivez dans un contexte en plus particulier où il faudra faire avec le peu qu'on a, faire mieux. Et ce qu'on s'était employé déjà avec Jean-Charles il y a quelques années aussi, avec le secrétaire général, avec les directeurs. Et on en parlera tout à l'heure dans le DOB, d'ores et déjà remercier chacun d'avoir réussi à faire en sorte qu'on ait pu boucler ce budget. Voilà. Je l'annonce déjà. Alors, le point, merci encore, M. Duguy, et bienvenue au Mont d'Or. Voilà. Donc, le point numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Pas de remarques particulières, donc le procès-verbal est adopté. Je passe au point numéro 1, Madame Saad Mohamed, concernant l'acquisition à titre gratuit par la ville du Mont d'Or de 2 lots. Un lot de voirie, un lot avec un transfo de la section de la mission 6 à Robinson. Merci, Monsieur le maire. Donc, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, la SIC, propriétaire du lot 410 de la section mission, sur lequel était régie l'opération immobilière Les Hauts de Malawi à Robinson, a souhaité proposer à la vente 14 villas jumelées de type intermédiaire sur les 42 logements comptabilisés au sein de ce groupement d'habitation. Dans le cadre des travaux fonciers initiés à cet effet, la ville a en parallèle sollicité la cession à titre gracieux des terrains d'assiette du transformateur électrique ainsi que de la voie de desserte de l'opération subventionnée. L'acquisition de cette voirie d'une superficie de 30 arts, 71 centiares a pour objectif le raccordement à terme du réseau d'adduction en eau potable entre la rue des Gommiers et la rue des Lawaksia, mais également la réalisation d'un maillage routier qui permettra à la collectivité d'améliorer la circulation des administrés dans ce secteur et de faciliter les interventions de secours en cas d'éboulement au niveau du lotissement Les Hauts de Robinson, situé à proximité immédiate. Par courrier du 8 février 2023, la SIC a accepté la proposition de la commune en prenant à sa charge les frais de géomètre relatifs à cette transaction foncière. La ville s'est en contrepartie engagée à régler les frais notariés correspondants. La création des lots 735 pour la voirie et 741 pour le transformateur électrique de la section mission issue de la division du lot 410 de la même section, ayant récemment été acté par arrêté municipal du 22 novembre 2024, il est désormais demandé au conseil municipal d'autoriser cette acquisition à titre gratuit et d'habiliter monsieur le maire ou son représentant à signer tous actes et conventions qui sont liés. Le projet de délibération a été étudié en commission des finances qui s'est réunie le 30 janvier dernier pour répondre aux interrogations de Mme Saad Mohamed concernant l'entretien de la voirie et la gestion des logements. Le directeur des services techniques et de proximité indique que la voirie concernée fait partie d'un lotissement privé dont l'entretien est assuré jusqu'à présent par la SIC et la SIC conservera la gestion locative des logements non vendus. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je vais vous lire la délibération.
Dans son article 1er, l'acquisition à titre gratuit par la ville du Mont-d'Or des 2 lots mentionnés ci-dessous, conformément au plan de division et d'état des lieux et aux procès-verbaux de délimitation ci annexés, est autorisée. Donc vous avez le Robinson avec les 2 numéros de voirie et les 2 superficies. L'article 2, les frais d'acte correspondants sont à la charge de la ville du Mont-d'Or. Article 3, le maire ou son représentant est habilité à signer les actes de cette transaction foncière. Article 4, article de recours. Article 5, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre, qui s'abstient, avis favorable du Conseil. Donc le 3e point concerne maintenant le débat d'orientation budgétaire, donc qui est un document majeur, bien évidemment, d'autant plus dans le contexte particulier que nous rencontrons. Je voudrais d'abord... Monsieur le ministre des Finances, vous avez quelque chose à dire? Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, mesdames et messieurs, avant 2024, les difficultés budgétaires et les efforts de réduction des dépenses pesaient déjà sur le budget de la commune. Conséquence d'une situation économique en berne. Mais l'année 2024 restera sans précédent, un choc brutal marqué par les émeutes du 13 mai qui ont plongé notre économie dans une crise profonde, dont nous ne voyons toujours pas l'issue. Cette situation inédite a paralysé le pays, accentuant l'incertitude et exigeant de nous une capacité d'adaptation sans faille. Face à une perte de recettes drastique dont nous avons dû réagir rapidement en ajustant notre budget, avec l'objectif clair de placer nos administrés au cœur de nos décisions, car ce sont eux qui ont été les premières victimes de cette crise, et notamment ceux durement touchés par la coupure des accès au niveau de la tribu de Saint-Louis. Alors que notre ville était dans un premier temps laissée pour compte, nous avons pris nos responsabilités et avons assuré un service de barge. Nous nous sommes également battus pour obtenir la prise en charge des navettes par les collectivités compétentes, permettant ainsi à nos concitoyens de conserver une certaine mobilité malgré l'isolement. Dans ce contexte exceptionnel, nous avons fait des choix clairs et assumés en concentrant nos efforts sur 3 priorités essentielles: la sécurité des quartiers et des bâtiments communaux, l'aide sociale et le soutien à notre économie locale. Cette approche nous a permis de préserver une capacité d'investissement indispensable, notamment en ajustant les échéances de certains de nos emprunts, de maintenir les actions essentielles du CCAS et de mobiliser quotidiennement les agents de la ville pour assurer les missions qui nous incombent. Notre gestion rigoureuse en cohérence avec les engagements pris auprès de la BNC et de l'AFD a porté ses fruits. Grâce à une discipline budgétaire ferme, nous avons pu obtenir le renouvellement et même l'augmentation de notre ligne de trésorerie, ainsi qu'une partie des emprunts nécessaires au financement de nos dépenses. Ce soutien de nos partenaires financiers est un signal fort. Il vient confirmer la pertinence de notre stratégie et la solidité de notre engagement pour l'avenir de notre commune. Ainsi, malgré ces défis, le compte administratif prévisionnel de la ville est plus que satisfaisant au regard des circonstances, avec un résultat des fonctionnements et un solde des restes à réaliser positif, contribuant à couvrir le besoin de financement qui se dégage à la clôture du budget. Grâce à un travail incessant de maîtrise de nos finances, nous avons su contenir l'évolution de nos indicateurs financiers. Pour 2025, la prudence sera notre guide. L'incertitude persiste, d'autant plus que nous n'avons à ce jour aucune garantie que l'État compensera la perte des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, la baisse des ressources des communes. Toutefois, c'est en ayant conscience de ces contraintes que nous avons dû bâtir ce budget. Nous avons fait le choix d'une gestion stricte mais ambitieuse qui nous permettra de continuer à investir tout en amorçant une étape décisive, la réduction de l'encours de notre dette, car nous avons une responsabilité envers l'avenir de notre commune et de ses habitants. Mais il nous faut aller plus loin. L'année 2026 s'annonce également incertaine, rendant l'estimation des recettes plus complexe, d'autant qu'une baisse des centimes additionnels relatifs à la patente est attendue, leur niveau étant directement lié à l'activité économique des entreprises en 2024. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, nous devons anticiper les budgets à venir pour assurer la pérennité de nos services publics, maîtriser nos ratios financiers et poursuivre notre ambition de reconstruction et de développement de la commune. Nous invitons donc à un débat constructif autour des orientations budgétaires proposées. Merci, Monsieur le maire. Merci, M. Afchin. Je vais laisser le directeur qui nous fait la présentation. Monsieur le directeur, à vous l'honneur. Mettez bien le micro devant vous.
Oui. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour une présentation du contenu du rapport d'orientation budgétaire de 2025. Donc, ce PowerPoint, tout comme le rapport, s'organise autour de 3 parties. Dans un premier temps, nous verrons le contexte économique et financier de la Nouvelle-Calédonie, dont l'évolution influence directement les finances de la collectivité. Ensuite, nous passerons sur la situation financière de la ville. Cette situation financière-là, enfin cette analyse-là portera sur la période de 2019 à 2024. Et enfin, nous verrons les orientations budgétaires de 2025 à 2027. Alors, bien qu'en 2022, la croissance économique était de plus 3,5% par rapport à l'année 2021, l'ensemble des organismes qui évaluent en fait la situation économique du pays s'accordent pour qualifier cette année 2023 comme une économie affaiblie, malgré un investissement public important. Alors cet affaiblissement et cet essoufflement de l'économie en 2023 se voit principalement grâce à l'évolution de l'indicateur du climat des affaires, qui a connu un repli assez important et qui est en dessous de sa moyenne habituelle, et ce malgré en fait une évolution positive, on va dire, de l'emploi privé, qui a connu une légère augmentation. Mais cette légère augmentation, en fait, elle concerne principalement des postes qui sont peu qualifiés. Ensuite, vous avez une inflation qui a été rapidement maîtrisée en cours d'année. Et les principaux secteurs qui ont contribué en fait à cette difficulté pour l'année 2023 sont ceux du nickel, avec une baisse des cours du nickel et notamment l'arrêt du financement de certaines usines métallurgiques du pays. Ensuite, vous avez le BTP, dont l'activité est stagnante. Et comme on le dit, lorsque le secteur du BTP est en difficulté, l'ensemble de l'économie est également en difficulté. Et ensuite, vous avez le secteur primaire qui a été impacté par les aléas climatiques. La seule exception, ça va concerner en fait le tourisme, avec une certaine progression de la fréquentation. Cette fréquentation-là se rapproche en fait de celle de 2019, qui était une année particulièrement bonne pour le secteur du tourisme. En début 2024, c'est une nouvelle détérioration de cette situation économique. L'indicateur du climat des affaires, lui, continue sa chute. C'est près de 60% des entreprises qui signalent une baisse de leur activité au premier trimestre et 79% des entrepreneurs anticipent un recul de leur chiffre d'affaires. Et tout ça, c'est également lié en fait à ces secteurs clés que sont le nickel, le BTP et le secteur primaire. Le nickel, lui, connaît ses difficultés majeures avec le retrait qui a été confirmé de Glencore. Vous avez également une augmentation des réserves mondiales, entraînant une baisse des cours de près de 11,7%. Le BTP, lui, n'a pas connu le redressement attendu. Et le secteur primaire, c'est une évolution contrastée qui a été constatée, avec certes une augmentation des exportations de crevettes, mais une baisse des autres exportations, notamment celle du thon. Et enfin arrive la crise, les émeutes qui ont entraîné une crise avec des conséquences qui sont sans précédent. Alors le bilan est catastrophique, on a près de 10 000 emplois salariés en moins, c'est plus de 398% de fermeture des entreprises en province sud. Et tout cela entraîne une baisse significative des recettes des collectivités de la commune et des communes qui, justement, impactent fortement le service qui aurait pu être rendu. Vous avez également une paralysie de l'économie, une dégradation de la sécurité. Cette dégradation-là de sécurité a empêché fortement la reprise de cette économie. Et enfin, vous avez une absence totale de visibilité pour tous les acteurs, notamment sur les recettes qu'on pouvait percevoir grâce à la reprise de cette économie. À cela s'est ajoutée une instabilité politique qui n'arrange absolument pas la situation de la Nouvelle-Calédonie. En France, vous avez eu la dissolution de l'Assemblée nationale par le président et les nouvelles élections ont mené à un Parlement qui est fragmenté, sans réelle majorité, ce qui a entraîné des retards dans l'adoption des budgets, et notamment des blocages au niveau des fonds qui auraient pu être versés pour la Nouvelle-Calédonie. Et à cela s'est ajoutée également une certaine instabilité des institutions en Nouvelle-Calédonie avec la chute du gouvernement en décembre 2024, qui devait en fait mettre en place certaines réformes nous permettant d'obtenir une aide de l'État. Cette aide devait être de 27 milliards. Elle a été débloquée en partie et une partie de cette aide-là devait être accordée en fait à la Nouvelle-Calédonie suite aux réformes de la TGC notamment.
La situation, après cela, au troisième trimestre 2024, elle est également difficile, avec absolument aucune perspective de redressement. L'indice du climat des affaires est historiquement bas, il se situe à 73,8 points. L'économie est en contraction, on peut le voir notamment avec une consommation qui est en recul. C'est moins 8% des paiements en carte et des crédits immobiliers qui sont en chute, ce qui n'arrange du coup pas la situation pour le secteur du BTP. En face de cela, vous avez une balance commerciale qui est en déséquilibre avec des exportations métallurgiques qui sont en chute de moins 68,2% et des importations qui, eux, notamment en raison des destructions de certaines entreprises qui produisaient des produits locaux, ont mené en fait à une importation de produits de 8,4%. Le nickel, quant à lui, c'est toujours le même problème. Donc on a un arrêt prolongé cette fois de premières ressources. Et de manière globale, on enregistre une réduction en fait, des extractions minières de 70% et un arrêt total de la production de NHC. Cette production en fait, est utilisée dans le secteur des batteries automobiles. Et en plus de cela, on constate une surproduction mondiale avec une augmentation des stocks qui est de plus 39,9%, ce qui mènera forcément à une diminution des cours du nickel, ce qui contribuera à la diminution encore plus de l'indice du climat des affaires. Pour la relance, en fait, il faut les principales pistes qui ont été identifiées par l'ensemble des acteurs, c'est de rétablir la confiance, notamment grâce à un dialogue politique, économique et social, et pour mener en fait des accords sur des réformes qui sont fondamentales. Au-delà de ça, il faut bien évidemment mettre en place des mesures économiques immédiates pour soutenir les entreprises, mais également le secteur public. Donc il y a des soutiens à apporter au secteur clé de l'économie. Donc on les a déjà vus, que ce soit le nickel, le BTP et le secteur primaire. Vous avez des incitations à l'investissement à faire et enfin toute une gestion rigoureuse à effectuer pour les finances publiques, permettant justement d'équilibrer un peu les comptes qui jusqu'à présent étaient déficitaires dans certaines institutions. Et au-delà de ça, il faut bien évidemment mener ces réformes qui sont structurelles, notamment pour éviter de retourner à une situation similaire à celle d'avant 2024, où l'économie était globalement en berne. Donc ensuite, on va passer à une analyse de la situation financière de la commune. Sur l'évolution des recettes, les recettes de fonctionnement, au niveau de la commune, nous avons trois sources principales de recettes, avec l'activité propre. Quand on parle d'activité propre, on parle de redevances eau, des assainissements, les redevances d'ordures ménagères. Vous avez différents produits de gestion, la taxe communale d'aménagement. Et ensuite, vous avez également les recettes fiscales et les dotations et participations. De 2019 à 2024, ce qu'on peut constater, c'est une réduction qui est significative en fait, de ces recettes-là. Pour les recettes fiscales, c'est moins 66 millions et pour les dotations, c'est moins 506 millions. Pour les dotations, en fait, dans le détail, c'est principalement le FIP fonctionnement qui a été réduit en 2024. Il est passé de 1,436 milliard à 1,88 milliard, soit moins 348 millions, ce qui représente une réduction de 24%. Les autres produits courants sont également en baisse avec une réduction de 44 millions en 2024. Et au total, vous avez un cumul de 581 millions de recettes en moins sur les 6 dernières années. Ensuite, au niveau de l'évolution des dépenses de fonctionnement, sur la période de 2019 à 2023, on peut le constater, les dépenses ont été globalement maîtrisées. Par contre, en 2024, en raison des pertes de recettes, nous avons été obligés de faire des efforts conséquents pour réduire les charges, notamment de gestion. Donc c'est une réduction de moins 10,9%. Les arbitrages qui ont été faits pour arriver à cette réduction-là ont permis une réorientation des crédits autour de 3 priorités, que sont la sécurité, des bâtiments et également des quartiers, des bâtiments communaux et des quartiers, une réorganisation autour de l'aide sociale et enfin une réorganisation autour du soutien économique. Et comme autre source d'économie, ça a été la réinternalisation des services et l'optimisation des coûts. Au niveau des charges de personnel, on enregistre une réduction de 8% grâce à un gel des recrutements et des réorganisations qui sont internes. Les subventions ont également été en baisse en 2024 et les intérêts de la dette ont été réduits de 10 millions grâce à un report des échéances qui a été accordé par la Banque des Territoires. Pour l'épargne brute, alors en 2023, on avait un taux de 15,62% par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Et étonnamment, en 2024, grâce au travail qui a été effectué pour la maîtrise des dépenses et face en fait, à cette réduction de recettes, on arrive à un taux de 15,31%,
ce qui représente une épargne brute de 575 millions de francs. Et l'épargne nette, c'est-à-dire la différence entre l'épargne brute et le remboursement de la dette, est de 316 millions. C'est 316 millions qui ont contribué au financement des dépenses d'investissement. Pour les évolutions des dépenses d'investissement, alors la tendance entre 2018 et 2024, tout d'abord entre 2018 et 2021, vous avez des dépenses d'investissement qui étaient à plus d'1 milliard de francs CFP. Cela est lié notamment à la vie du contrat d'agglomération, avec les grosses opérations qui ont connu un pic de réalisation sur ces 3 années-là. Ensuite, vous avez une diminution progressive due à la fin de ces opérations-là. Toutefois, en 2024, on est passé à 649 millions, mais ça a été principalement parce qu'on a dû faire face en fait à cette crise-là et se focaliser sur certaines mesures prioritaires. Alors bien évidemment, les arbitrages se sont faits également autour des mêmes priorités que nous avions identifiées pour la section de fonctionnement, donc la sécurité des bâtiments et la sécurité des quartiers, le soutien à l'économie et l'aide sociale. Vous avez également des dépenses qui ont été faites plus particulièrement pour la prévention de l'isolement du Sud au niveau du wharf de Vallon d'Or. Le résultat d'investissement de 2024 devrait... Alors ça, ce sont les chiffres qui ont été établis au moment de l'écriture du rapport d'orientation budgétaire. Évidemment, ces montants-là ont légèrement changé, mais ils seraient à peu près dans cet ordre-là, de moins 276 millions, hors reste à réaliser. Et avec le résultat de fonctionnement qui est largement positif et les restes à réaliser qui sont également positifs, ça devrait nous permettre de couvrir ce besoin d'investissement. Pour l'endettement, en 2024, avec la contraction d'un emprunt de 200 millions auprès de l'AFD, l'encours s'élève aujourd'hui à 4 494 millions de francs. Alors cela est quand même inférieur au montant que nous avions en 2023. Il est inférieur de moins 59 millions. C'est principalement parce que les dépenses, le remboursement de la dette a été supérieur aux 200 millions que nous avons contractés pour financer nos dépenses d'investissement en 2024. Le taux d'endettement, pour mémoire, il était à 109% au 31/12/2023. Aujourd'hui, il est à 116%, et ce, malgré une réduction de l'encours de la dette. Et ça, c'est principalement en raison de la baisse des recettes qui ont été drastiques. La capacité de désendettement est à 7,8%. Alors là, lorsqu'on reprend en fait le montant de 575 millions d'épargne brute, si on venait en fait à attribuer annuellement un montant similaire au remboursement des 4 494 millions, on pourrait rembourser l'encours de la dette en l'espace de 7,8 ans, donc c'est-à-dire à peu près 8 ans, ce qui est inférieur aux objectifs que nous nous étions fixés de 12 ans, ce qui est une bonne chose. Pour la composition de la dette, il n'y a pas d'emprunts qui sont problématiques. La plupart des emprunts ont été majoritairement octroyés par l'AFD, qui eux offrent en fait des taux attractifs et des taux fixes, et également une durée longue. La principale modification que l'on va connaître à partir de 2024, c'est les profils de remboursement, et ça c'est notamment dû au report de certaines échéances que nous avons avec les emprunts de l'AFD et de la Banque des Territoires. Donc une partie de ces emprunts-là sera reportée sur l'exercice sera reportée et sera étalée en fait sur la durée résiduelle des emprunts. Donc ce qui entraînera en fait une légère augmentation des emprunts à partir de 2026, mais ce ne sera pas non plus une augmentation forte à laquelle on ne pourra pas faire face. Ensuite, sur les orientations budgétaires, les hypothèses en matière de dépenses, alors bien évidemment parce que nous n'avons pas forcément de visibilité sur les recettes, vous avez déjà eu une première baisse de 10% en 2024, et ça c'est principalement les dépenses à caractère général. Et en 2025, c'est une nouvelle réduction de 10% qui est focalisée sur la rationalisation des charges de personnel, une renégociation des contrats et suivi budgétaire renforcé grâce à des indicateurs de performance qui nous permettront de piloter efficacement ce budget de 2025. Au niveau des recettes, alors en 2024, comme on a déjà pu le dire, vous aviez une réduction de 24,2%. Donc on est passé de 1 436 milliards à 1 88 milliards. Pour 2025, on a décidé de rester prudent. Donc on reste sur un montant stable du FIP à 1,88 milliard. Pour les recettes fiscales, on a eu les informations de la DSF qui nous a affirmé qu'on pourrait percevoir 411 millions pour les centimes additionnels relatifs aux patentes, ce qui est légèrement inférieur à ce que nous avons perçu en 2024. Mais pour les autres centimes additionnels, il y a quand même une diminution qui est attendue, surtout pour les centimes relatifs aux enregistrements. Ces centimes-là sont étroitement liés en fait à la reprise de la croissance économique. Et on peut également estimer une certaine stabilité des recettes foncières.
Bien évidemment, le défi, ça sera également le même défi que nous avons eu en 2024. Il faudra faire attention parce qu'il se pourrait qu'on ait des retards possibles dans la perception de ces recettes. Donc, c'est tout le travail qu'on devra continuer sur la gestion de notre trésorerie. Ensuite, il y aura un travail qui sera effectué pour optimiser les recettes propres, dont les revenus des immeubles et également toutes les recettes qui sont liées à la valorisation du patrimoine. Bien évidemment, ces optimisations de revenus, elles devront se faire en adaptation aux réformes fiscales locales pour éviter d'alourdir la charge sur les acteurs économiques. La place de la commune, c'est quand même d'être un acteur qui permet de favoriser en fait l'initiative privée. Ensuite, vous avez les contrats bilatéraux qui sont maintenus, notamment les contrats du FCDF 2024-2027 avec l'État pour le financement d'opérations stratégiques en fonctionnement et en investissement. Et nous avons également un partenariat avec la province Sud que nous avions déjà depuis 2024 et qui a été malheureusement suspendu à cause des exactions et qui est actuellement en cours de négociation pour une reprise de financement. Pour les charges de personnel, alors pour 2025, c'est 286 postes qui ont été créés. Pour l'instant, on est à 241 postes pourvus, dont 111 fonctionnaires et 130 contractuels. Vous avez 45 postes non pourvus. Sur l'année 2025, il est prévu de recruter 11 postes qui sont considérés comme stratégiques et nécessaires au fonctionnement de la collectivité. Donc au final, il y aura environ 34 postes qui seront gelés. Il y a également un contrôle qui a été effectué, une maîtrise qui a été effectuée au niveau des heures supplémentaires grâce à une organisation rigoureuse mise en place pour se concentrer en fait sur les besoins essentiels. Ensuite, vous avez une diminution du recrutement pour surcroît d'activité. Il faut savoir qu'en 2023, c'était presque 60 millions qui étaient alloués pour les surcroîts d'activité. En 2025, ça sera environ 12 millions. Et ensuite, vous avez un budget de formation qui a été réduit aux obligations de sécurité et qui représentera à peu près un montant de 3 millions en 2025. Au niveau de la dette, alors pour 2025, il est prévu de ne pas emprunter. On financera une bonne partie des dépenses d'investissement avec de l'autofinancement. Le reste, ça sera des subventions qu'on ira chercher auprès de nos partenaires. Ce choix-là de ne pas emprunter permettra une réduction de l'encours de près de 149 millions. Cela représente en fait le montant de remboursement de la dette qui viendra diminuer l'encours qui actuellement est à 4 494 000 000. Il y a également un effort qui sera effectué pour surveiller l'impact des intérêts et pour en optimiser la gestion, parce qu'il faut savoir que derrière, vous avez également tout ce qui est ligne de trésorerie, avec qui a du coup un poids sur le charge et l'intérêt. Et ça, il faudra qu'on essaie d'optimiser notre gestion de trésorerie pour diminuer tout cela. Et pour les prévisions en taux d'endettement, on restera également à 116% si les recettes n'évoluent pas positivement. En matière d'investissement, les crédits budgétaires de 2024, on avait 974 millions après décision modificative. Pour 2025, c'est 768 millions, soit une baisse de 206 millions. Dans les 768 millions, bien évidemment, il faut faire la distinction avec les autres dépenses que nous allons retrouver, comme les subventions d'investissement. Au niveau du PPI, c'est environ 587 millions qui est prévu. Pour 2025, les priorités, ça sera la finalisation des opérations en cours pour le contrat d'agglomération, qui concerne le contrat d'agglomération de 2017 à 2023. Il reste 2 opérations. Ensuite, vous avez l'entretien du patrimoine pour limiter les coûts futurs liés aux dégradations de ces bâtiments. Et vous avez un focus sur... Alors, il y a une petite coquille sur 3 projets. Vous avez le centre d'incendie et de secours, vous avez la darse du Valentin et enfin l'extension du cimetière de Poum. Pour les nouvelles opérations, elles seront limitées en raison de l'incertitude financière et du fait qu'on arrive à une fin de mandature. Donc, le budget sera plutôt orienté sur la clôture des projets actuels. Ici, ce sont les grandes orientations budgétaires. Donc, les objectifs que nous avons financiers pour 2025, on part sur une épargne brute de 344 millions, soit un taux de 9,2%, ce qui représentera une épargne nette de 193 millions qui contribuera au financement de nos dépenses d'investissement. Les ratios autour des charges de personnel seront maîtrisés. On sera à 46,18% des recettes réelles de fonctionnement, sachant que le taux qui est recommandé est à 45%. Et on sera à 41% des recettes réelles de fonctionnement et le taux recommandé est à 38%. Vous avez des priorités. La priorité sera l'équilibre financier, avec notamment une consolidation du fonds de roulement, ça c'est l'objectif, une limitation des engagements non essentiels et une poursuite des projets pluriannuels et structurants. Et les perspectives pour 2026, on est sur une réduction des recettes
liées au centime additionnel de la patente en 2026, ce qui est principalement en raison de l'impact de la crise de 2024 sur l'activité des entreprises. Ensuite, on essaiera de maintenir un PPI à 500 millions de francs par an et on s'attellera à améliorer notre taux de subvention de manière à ce qu'il représente 35%. Enfin, on aura un recours limité pour ces années-là à l'emprunt. Le tableau que vous pouvez voir ici, justement, on fait le choix alors de montrer le besoin que nous aurons en 2026 et 2027. Lorsque vous regardez les derniers chiffres, je ne sais pas si vous les voyez vraiment, mais pour 2026, si on n'emprunte pas avec un PPI à 500 millions, on aurait un besoin d'investissement, un besoin d'emprunt de 483 millions. Et pour 2027, ça serait un besoin de 171 millions. Donc voilà, merci pour... Merci. Bon, toujours, malgré qu'on essaye de faire des documents assez clairs, c'est toujours compliqué lorsque on nous abreuve de chiffres. Mais je crois que tout le monde aura compris que, comme toutes les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de toute façon, la baisse de recettes fait qu'aujourd'hui, nous avons des ratios financiers qui sont néanmoins bons, mais qui sont à la limite aujourd'hui des ratios acceptables. Néanmoins, vous avez vu qu'on inscrit le même montant du budget, sur le budget, on inscrit le même montant du FIP, 1,88 milliard. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie a demandé à l'État de pouvoir aider la Nouvelle-Calédonie de l'ordre de 25 milliards sur 3 ans pour pouvoir avoir un budget de la Nouvelle-Calédonie de 125 milliards. Donc à ce moment-là, on aura un FIP peut-être qui nous sera distribué meilleur. En tous les cas, on a été prudent, on a inscrit le même FIP. Ça sera peut-être la bonne nouvelle si la Nouvelle-Calédonie devait nous augmenter le FIP. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on ne peut pas en parler. Mais bon, il faut rester optimiste. Après, vous avez tous vu, malgré un contexte compliqué, nous étions rapprochés de la BNC l'année dernière pour avoir un prêt de 200 millions et une ligne de trésorerie de 800 millions qu'on a obtenu. Donc, quand la banque prête, c'est que vous êtes encore solvable, j'allais dire. Ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir payer les salaires jusqu'en fin d'année et payer les factures, puisqu'on avait plus de 300 millions de factures sous le coude quand même. Donc c'est un peu, j'allais dire, la difficulté de cette dernière année, c'est que jamais le Mandor a payé en retard ses clients, on va dire, ses fournisseurs. Ça a été la première fois et on a été, voilà, parce qu'on manquait de trésorerie, on a été jusqu'à un moment à moins 300 millions quand même de factures qui avaient été impayées. Donc ça, je m'en excuse auprès de vous, mais je m'en excuse aussi auprès des gens. C'est quand même quelque chose de pas facile de ne pas payer ses créances. En tous les cas, à l'heure où je vous parle, tout a été, au mois de janvier, tout a été épuré. Et aujourd'hui, la ville du Mandor repart avec une situation saine. Voilà. Je voulais dire aussi que on aura encore une difficulté l'année prochaine, c'est bien sûr les centimes additionnels qui seront versés par Prony Resources, puisque vous avez vu sur une des diapositives 70% en moins de production. Donc sur la patente, il faut savoir que c'est payé N+2. Sur la patente l'année prochaine, on aura un volume financier qui pourra avoisiner de moins 240 à moins 300 millions. Donc qui n'est quand même pas anodin. Là-dessus, on parlait d'un recensement qui va avoir lieu dans les prochains jours, je crois que c'est au mois d'avril. Donc il suffirait qu'en plus on dise qu'on n'est plus 28 000 habitants au Mandor, mais qu'on est, on aura encore un FIP qui sera diminué. Donc c'est pas des situations qui sont quand même très rassurantes. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a un budget pour 2025 qui est clôturé. Ah, bien sûr, s'il y avait une nouvelle crise et puis que la Nouvelle-Calédonie ne paierait pas 100 milliards, 80 millions de FIP, ça serait dramatique. Mais je ne pense pas qu'on en sera encore là. En tous les cas, vous avez vu, les ratios financiers sont bons, à défaut d'être excellents.
Je pense que beaucoup de communes aimeraient avoir les ratios qu'on a, les chiffres qu'on a. Donc j'allais dire, grâce à vous, hein, grâce au service, vous avez fait des économies substantielles. Alors maintenant, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'on a un matériel qui est aussi vieillissant. Il faudra très rapidement se pencher sur la question. On aura néanmoins un retour sur le travail sur les réseaux routiers qui sera le même que d'habitude. On aura moins d'interventions sur les parcs et jardins, mais néanmoins, on aura une ville qui s'attellera à être propre, puisque c'est depuis longtemps, c'est un des axes privilégiés au Mont d'Or. Nous sommes toujours dans la reconstruction des dernières exactions. On a encore, je vous rappelle qu'on avait eu 120 millions de dégâts, les caméras de surveillance, du mobilier urbain principalement. Donc tout ça, on a commencé déjà à rétablir un petit peu la sécurité de tous ces matériaux, mais il nous en restera encore à faire sur les prochains mois. Je vous disais, le personnel, on a la chance d'avoir un personnel de très très grande qualité qui a fait un travail remarquable. Je remercie d'ailleurs les directions d'avoir su comprimer le personnel, d'avoir su le déplacer, d'avoir su le faire sans, voilà, puisque ça va être comme ça encore pendant un an. Il y aura néanmoins 11 postes à pourvoir cette année. Sur les 46 postes dont on vous a parlé, 45 postes, il y a 11 postes à pourvoir, néanmoins. Et puis dans le budget de l'année prochaine, on proposera d'enlever ces 46 postes, de ne pas les laisser parce que ça n'a aucun sens. Je pense que pour une comptabilité sérieuse, on ne peut pas laisser ad vitam aeternam des postes, soit on les met à leur présente, soit on ne les met pas, mais il y a des postes qu'on traîne comme ça depuis des années. Je pense qu'il faudra toiletter tout ça. Alors cette difficulté, je vous dis, ça nous aura permis néanmoins, encore une fois, d'aller au plus près de la réalité, d'aller au plus juste de ce qu'on peut dépenser. Bien évidemment, on aimerait avoir plus d'argent, mais ça ne sera pas possible. Donc on fera avec. C'est incroyable d'avoir un pays aussi extraordinaire, aussi merveilleux, aussi avec un énorme potentiel, être obligé de compter nos sous, quoi. Voilà, je trouve ça pitoyable. Je rappelle qu'on vous en a parlé, le premier adjoint, qu'un des axes que nous avons choisi, c'est l'action sociale. Néanmoins, un certain volet financier a été mis sur ce CCAS et pourra l'être en cours d'année, parce qu'il n'est pas question d'abandonner les familles. Il y a des choses qu'on pourra faire, hein, sachant que le social, ce n'est pas une compétence première de la mairie. Mais on parlait des repas de cantine, hein, qui ont augmenté pour les élèves boursiers. On parle de la facturation d'eau. On parle de tout cela qu'il va falloir certainement aider un peu plus. Juste dire que la ville apportera sa part. La sécurité, la sécurisation, hein, des personnes et des biens. On vient de signer récemment 2 conventions avec l'État pour rappeler le lien étroit qu'ont nos policiers, nos sapeurs-pompiers avec les gendarmes, la gendarmerie. Donc les études vont commencer sur la nouvelle brigade, le nouveau centre d'incendie et de secours des pompiers qui se situe à la Coulée, à côté de l'école Les Coccinelles, en face du centre d'enfouissement technique, là, des potoirs. Donc, voilà. Je pense que les pompiers ont fait tout au long de ces 8 mois un travail remarquable et remarqué, que ce soit après les exactions, au moment des exactions, ou que ce soit pendant les feux, la période de feu que nous venons de traverser. Un petit satisfecit et un remerciement particulier appuyé au service de l'État qui nous a mis à disposition pendant plus de 8 mois plus de 20 agents de la sécurité civile. Donc merci à eux, merci à l'État. Merci à l'État pour l'aide qui nous a été octroyée de 740 millions en remboursement du moins
perçus par la Nouvelle-Calédonie. Donc, ça a été en remplacement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, merci. Parce que si aujourd'hui, on a un budget où on peut faire des reports et avoir quand même des actions à faire cette année, c'est parce qu'on a eu cet argent. Donc, merci à l'État, parce qu'ils sont au quotidien dans nos budgets. Un mot également pour la subdivision administrative sud de la foi avec son personnel qui au quotidien nous aide à essayer de trouver des moyens financiers qui existent, que ce soit sur le territoire ou ailleurs. Et merci à la BNC, voilà, en tous les cas, la Banque de Nouvelle-Calédonie, qui nous a fait confiance, hein, et qui nous a fait confiance sur l'avance de trésorerie et le prêt de 200 millions supplémentaires. Et c'est avec l'AFD. L'AFD, 200 millions, pardon. 200 millions l'AFD et la ligne de trésorerie de 800 millions de la BNC. Donc merci à eux, parce que vous savez, pour avoir quelque chose de ces organismes prêteurs, il faut montrer patte blanche et il faut avoir des comptes quand même qui sont sérieux. Et donc merci au service des finances, merci au secrétaire général, parce qu'en un temps record, vous avez su vous mobiliser pour aller demander ces fonds et nous les avons obtenus en un temps record. Voilà, donc merci à vous. S'il y a des questions sur le DOB... Relier le rapport, pardon, excuse-moi. Le rapport, excusez-moi. Madame Rushmaini, s'il vous plaît, ça de moi. Donc, la commission chargée des finances de l'administration générale, développement économique et numérique s'est réunie le 30 janvier 2025 dans la discussion générale. Donc, Madame Juliet a indiqué que l'usage du terme crise pour définir ce qui s'est passé en mai 2024 ne convient pas. En effet, selon elle, il s'agit davantage d'une insurrection ou d'un coup d'État. Elle demande que pour le conseil municipal, le rapport d'orientation budgétaire soit modifié en conséquence. M. Goyon et M. Afchin ont précisé qu'en page 5 du rapport, il est bien mentionné en sous-titre, je cite, « Mai 2024, les émeutes et leurs conséquences ». Pour répondre aux interrogations de Mme Juliet concernant le report des échéances d'emprunt, le directeur des finances et de l'informatique et le secrétaire général ont indiqué que actuellement, la ville rembourse environ 470 millions de francs et l'augmentation du remboursement annuel des emprunts ferait passer ce montant à un peu plus de 500 millions de francs. L'augmentation concerne uniquement les anciens emprunts déjà contractés. En 2025, aucun emprunt ne sera contracté. Pour l'emprunt de 2024, de l'AFD de 200 millions de francs, un différé de remboursement de 2 ans a été demandé. Pour les échéances d'emprunt de l'AFD et de la Banque des Territoires dues en 2024, la ville n'avait pas d'autre choix que de reporter ces échéances faute de recettes suffisantes. Ce report est réparti sur la durée résiduelle des emprunts qui peut aller jusqu'à 20 ans. Pour l'AFD, le report a été acté en octobre et pour la Banque des Territoires en décembre 2024. Pour l'AFD, les remboursements de 2024 et 2025 ont été suspendus. La somme correspondante sera répartie sur la durée résiduelle des emprunts concernés à partir de 2026. Concernant la Banque des Territoires, le report concerne uniquement 2024, avec un remboursement qui reprendra dès 2025, également étalé sur la durée résiduelle des emprunts. Cette répartition entraînera une légère augmentation annuelle des remboursements. Les échéances suspendues ne seront pas remboursées en une seule année, mais bien lissées sur la durée restante de chaque emprunt, ce qui évite une augmentation soudaine. Ensuite, pour répondre à l'interrogation de Mme Juliet, concernant les versements de la province sud, M. Afchin, le directeur des finances et de l'informatique et le secrétaire général ont indiqué que une subvention d'un montant de 35 millions de francs concernant la sécurité et qui a été votée au dernier conseil municipal a été versée. Des recettes liées au financement de fin d'opérations d'investissement, notamment les participations de la province sud aux opérations de contrat d'agglomération, ont été perçues. La ville devrait percevoir en 2024 environ 22 millions de francs dans le cadre des actions d'animation et de prévention. Elle avait engagé ces opérations et leurs dépenses, mais en raison de la crise, la province sud a décidé de ne pas poursuivre le partenariat. Il faut désormais réengager les échanges avec la province sud pour relancer ce financement en 2025. L'accompagnement à la scolarité n'a pas bénéficié de versement, alors qu'une recette de 14 millions de francs était attendue. Une convention avait été signée, mais la province sud l'a dénoncée. Ensuite, pour répondre à l'interrogation de Mme Rivière, le directeur des finances et de l'informatique a indiqué qu'il y a actuellement 45 postes vacants, 11 à pourvoir en 2025 et 34 postes gelés. Pour répondre à l'interrogation de Mme Juliet, le directeur des finances et de l'informatique a indiqué que la valeur des intérêts en section de fonctionnement est de 86 millions de francs.
Pour répondre à l'interrogation de Mme Sen Mohamed, le directeur des finances et de l'informatique a indiqué que l'anticipation des charges de personnel, notamment concernant l'intégration des contractuels, l'évolution des indices des salaires, les avancements mécaniques des fonctionnaires, ont bien été pris en compte dans la préparation du budget 2025, avec un impact prévu jusqu'en 2027. Pour maîtriser les dépenses tout en maintenant un service égal à la population, plusieurs mesures ont été envisagées. Le gel de certains postes, le contrôle des heures supplémentaires, la réorganisation des missions des services. Mme Sen Mohamed a ajouté que la réduction budgétaire aura un impact sur le service proposé à la population, notamment en matière d'aide sociale et d'offres sportives et culturelles. Il est nécessaire de revoir la programmation des activités et d'attribution des aides au niveau social. Le directeur des finances et de l'informatique a précisé que malgré une réduction budgétaire, les opérations de fonctionnement seront maintenues grâce au travail en cours au sein des services, afin qu'ils effectuent un certain nombre de missions en interne au lieu de faire appel à des prestataires extérieurs. Mme Sen Mohamed a proposé de mutualiser certains événements avec d'autres collectivités afin d'éviter un éparpillement du public et de maîtriser les dépenses. Pour répondre à l'interrogation de Mme Julier concernant la consolidation du fonds de roulement 2025, le directeur des finances et de l'informatique a indiqué que la préparation du budget s'est basée sur un niveau de recettes dégradé, faute d'indications précises sur leur évolution. Les 193 millions de francs correspondent à l'épargne nette, soit la différence entre les dépenses réelles et les dépenses réelles et les recettes réelles. Ce montant est automatiquement attribué au financement des investisseurs, incluant le remboursement de la dette et les dépenses d'investissement. La ville, n'ayant pas d'autres ressources, elle est contrainte d'utiliser les économies réalisées sur le fonctionnement. Si une correction du fonds intercommunal de péréquation intervenait, la ville pourrait réaffecter une partie de ce montant dans les dépenses imprévues. En fin d'année, un résultat sera dégagé et réattribué en 2026 pour financer des opérations et compenser la perte des recettes fiscales. Dans un contexte budgétaire contraint, la principale marge de manœuvre repose sur les dépenses d'investissement, en ne conservant que ce qui est nécessaire. Suite à l'interrogation de M. Gouillon, le directeur des finances et de l'informatique a listé les leviers prévus pour améliorer l'épargne brute. Tout d'abord, l'optimisation des recettes, rechercher des financements supplémentaires en plus du FIP, l'amélioration des recettes propres, notamment sur les redevances des ordures ménagères, les revenus d'immeubles, la maîtrise des dépenses de fonctionnement en réduisant les dépenses non prioritaires, en maintenant la masse salariale et en utilisant des outils financiers comme les autorisations d'engagement en fonctionnement qui permettent de maîtriser les dépenses sur 5 ans. La rationalisation des dépenses afin d'optimiser l'utilisation des ressources financières tout en maintenant ou en améliorant l'efficacité des services. Et l'augmentation des recettes et la maîtrise des dépenses permettent forcément d'améliorer l'épargne brute. La parole est donnée à M. Saou, qui a souhaité une bonne année à toutes et à tous. Il a rappelé que le sujet du débat d'orientation budgétaire est un sujet complexe, avec une obligation légale en début d'année pour définir les caps et orientations budgétaires de la ville. Cet exercice est particulièrement difficile cette année, en raison du manque de perspective au niveau du gouvernement. Il remercie les services pour le travail réalisé. Enfin, il a souhaité savoir si le dispositif du verrou à Saint-Louis prendra réellement fin au 1er février. M. Afchin a répondu ne pas avoir l'information, mais l'objectif est de rouvrir la route avant la rentrée scolaire en supprimant les contraintes horaires tout en maintenant la présence des gendarmes au verrou. Donc, à l'issue du débat, les membres de la commission ont pris acte de la tenue des débats d'orientation budgétaire. Merci. Ouais, je vous précise que la semaine prochaine, mercredi, la présidente de la province Sud se déplacera sur le Mont d'Or. Elle rencontrera une première séquence les élus de la ville pour parler justement de tous ces problèmes que nous rencontrons. Par anticipation, je voulais le faire devant elle, mais je tiens aussi à la remercier, malgré le contexte budgétaire qu'on connaît, la remercier d'avoir reconduit un certain nombre de subventions et d'aides au contrat. Je sais que ce ne sera pas terminé, on aura l'occasion d'essayer de récupérer encore de la province quelques subsides pour le bien-être des Mondoriens, mais aussi de mettre en place ces relais que nous aurons à construire entre les personnes qui auront à souffrir des situations qui vont découdre de cette situation. Et je pense qu'avec les services sociaux de la province, je pense qu'avec les services de la DRS, on devra se voir beaucoup très prochainement.
tous les cas, merci à elle de son déplacement sur le Mont d'Or, qui démontre tout l'attachement qu'elle a envers notre collectivité. Voilà, s'il y a des interventions, je vous laisse la parole. Monsieur Sao, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je suis très heureux de vous retrouver après la période des fêtes et la période estivale, ainsi que les collègues, de vous retrouver en pleine forme, prêts à terminer ce mandat, étant donné que c'est déjà indiqué dans le rapport qui nous a été présenté que c'était la dernière année, donc la dernière ligne droite pour cette mandature. Je vois que certains de nos collègues ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être que les recommandations qu'ils ont faites lors de la commission n'ayant pas été suivies, ça les a peut-être poussés à ne pas être présents aujourd'hui. Mais je crois que sur les enjeux qui nous concernent aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur des questions de vocabulaire et de termes à utiliser dans nos rapports, mais plutôt essayer de débattre sur les orientations budgétaires de notre collectivité pour cette année 2025. Je crois qu'on ne va pas retenir grand-chose de 2024 et puis qu'on sera tous heureux de tourner la page sur ce qui s'est passé l'année dernière. Il s'avère que ce qui a été présenté, notamment sur les projections financières concernant la collectivité, concerne aussi et est en grande partie lié à ce que la collectivité Nouvelle-Calédonie pourra accorder aux différentes collectivités. Nous avons eu, durant cette semaine, une collégialité sur des prémices de budget primitif pour 2025, et puis les précisions ne sont pas forcément au beau fixe. On a une assiette de répartition qui s'élève, sans spoiler ce qui devra être débattu par les élus du Congrès dans les quelques semaines qui arrivent, une assiette de dotation qui s'élève à 86 milliards de francs, ce qui représente très peu. Au début de la mandature, en 2019, nous avions l'habitude d'avoir des assiettes de répartition autour de 120 milliards de francs. Aujourd'hui, on doit composer avec 86 milliards de francs pour financer l'ensemble des collectivités de la Nouvelle-Calédonie, donc pas que la Nouvelle-Calédonie, mais aussi les provinces et les communes, par voie de conséquence. Donc l'objectif du 18e gouvernement, c'est bien d'assurer le fonctionnement des collectivités et notamment d'assurer le fonctionnement des communes. C'est pourquoi sur le FIP qui sera proposé, normalement, c'est un maintien du niveau de financement qui a été accordé en 2024, donc qui représenterait 16% du budget global de la Nouvelle-Calédonie. Et si les discussions financières avec les partenaires financiers, notamment sur l'éventualité de la prise en compte d'un prêt dont tout le monde a entendu parler, le prêt à 1 milliard d'euros qui serait garanti par l'État jusqu'à la fin de l'année. Donc si ces discussions aboutissent, sur l'assiette de répartition du budget des collectivités, ce ne serait plus d'accorder 16% du budget total aux communes, mais plutôt de passer à 18%, de façon à pérenniser toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie. C'est un objectif qui est affiché par le 18e gouvernement. Je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un ancien maire président du gouvernement et qui comprend tout l'intérêt de soutenir l'action des communes. Donc ça, c'est sûr. L'aspect général des finances pour 2025, je ne reviens pas non plus sur la dégradation des recettes qui ont été évoquées, notamment sur le fait que la Nouvelle-Calédonie a perdu 17% de ses recettes fiscales en propre, donc bien évidemment fortement impactée par la baisse des impôts sur les enregistrements, étant donné le ralentissement économique que vous avez évoqué. Sur les différents points qui ont été évoqués, oui, effectivement, il faudra faire des efforts, notamment sur ce qui concerne la masse salariale. C'est un effort qui est demandé à l'ensemble des collectivités. Ce n'est pas un secret non plus. Vous avez souvent entendu parler d'une réduction de la masse totale de la masse salariale de 5%. Donc réduction de la masse salariale, ça veut donc dire un effort de la part des agents qui travaillent au sein de ces différentes collectivités. Donc ça veut dire comment on essaye de faire le maximum de services rendus auprès de la population, mais avec moins de moyens. Est-ce que, dans ces perspectives de réduction de la masse salariale, de l'effort collectif que nous devons mener, y a-t-il des préconisations ou des orientations qui sont souhaitées par l'exécutif de notre collectivité afin d'atteindre cet effort collectif? Parce que si c'est la Calédonie qui va à la recherche de fonds pour assurer et pérenniser tous les budgets de la collectivité, il n'y a que la Nouvelle-Calédonie ensuite qui rembourse ces prêts. Alors que les recettes sont partagées avec toutes les collectivités, la dépense, elle est supportée uniquement par la Nouvelle-Calédonie.
Donc, dans cet effort collectif, est-ce qu'il y a des préconisations, des priorisations qui ont été faites par l'exécutif afin de participer, elles aussi, à l'effort collectif sur la réduction de la masse salariale? D'autant plus que, malgré tous les efforts qui ont été soutenus et qui ont été réalisés en 2024, et là, je voudrais saluer l'effort des agents de la commune qui ont participé à la cohésion en fait, de notre commune, étant donné qu'on a été coupé en deux, sur les efforts qui ont été maintenus de façon à ce qu'il y ait un accueil qui soit réalisé tous les jours sur la darse du Vallon d'Or. Donc, comment ce surcroît d'activité a été opéré? Est-ce qu'il y a eu des surcharges du fait de surcroît d'activité? Comment ce surcroît d'activité a été réparti entre les agents de la commune et comment la charge finalement de la suractivité de la darse du Vallon d'Or a impacté le fonctionnement de notre collectivité. Deuxième point aussi, et là ça me chagrine un peu, c'est l'évocation des 45 postes gelés ou vacants qui sont inscrits dans notre budget et qui donc participent à la masse salariale et qu'il faut aujourd'hui acter s'il faut les maintenir ou s'il faut les annuler. Est-ce que ces 45 postes sont budgétisés? S'ils sont gelés, ça veut donc dire que la masse salariale qui est consacrée sur ces 45 postes n'est pas utilisée. Est-ce qu'on les rend à la Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'on les rend au pot commun de façon à réduire nous aussi notre masse salariale, ou est-ce que ces postes vont être utilisés à bon escient ou vont être simplement supprimés? Enfin, pour terminer cette première intervention aussi, il nous manque un document sur le PPI. Vous avez évoqué dans le rapport d'observation budgétaire deux projets d'investissement qui sont maintenus pour 2025. Qu'en est-il des autres projets, ceux qui ont été évoqués dans les précédents DOB et dans les précédents BP votés depuis? Quels sont les projets qui sont retenus? Quels sont ceux qui ont été purement et simplement passés aux oubliettes? Ou est-ce qu'il y a d'autres PPI qui sont en cours d'élaboration? Voilà, Monsieur le maire, quelques propos liminaires que je voulais partager avec vous pour ce soir, pour notre débat d'orientation budgétaire. Merci, Monsieur Saou. Donc, juste vous dire que oui, on avait anticipé, nous déjà, puisque en 2024, on avait diminué la masse salariale de moins 7%, et que là, dans ce budget-là, on vient de diminuer encore la masse salariale de moins 10%. Donc, bien sûr, la plupart, ce sont des postes où on a eu des agents qui sont partis et les postes n'ont pas été remplacés. Ou alors, ils ont été, on a pris d'autres agents sur d'autres postes, mais pas sur ceux, en tous les cas, qui étaient prévus. Oui, je pense que, enfin, les chiffres sont là. Le travail qu'a fait la ville du Mont-d'Or, je pense que, je ne sais pas si beaucoup de collectivités ont fait le même travail, mais en tous les cas, on s'y est attelé. Et je crois qu'on aura une année... alors, vous dites, il faut oublier cette année 2024 parce que, malheureusement, ça ne s'oublie pas comme ça. Mais moi, ce que je ne veux pas oublier, c'est, en tous les cas, c'est que dans ces moments de très, très grandes complications, c'est que les gens ont eu le ressort de se reconstruire. On voit déjà, là, on voit les prémices. La ville a fait l'effort d'aider tout un pan de cette population qui a été quasi isolée, voire abandonnée. Donc, par les moyens de la ville, voilà, qui ont été certes remboursés par l'État, je parle des barges. Ça a été, je dis toujours, ça a été Dunkerque, c'était un chantier incroyable, ce qui se passait au Vallon d'Or pendant des mois et des mois. Je crois que tout le monde s'y est mis, enfin, tout le monde a pu s'y mettre pour apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas oublier. Voilà, en tous les cas, dans cette difficulté de l'année 2024, il faut rester dans ce mode de pensée. Je ne me rappelle pas de la deuxième question. Oui, le PPI. Alors, le PPI, il est en train d'être réactualisé. On nous en a parlé, là. Je crois que peut-être tu peux... Nicolas, tu peux en parler du PPI? Je crois que vous êtes dessus avec Mathieu Kessy.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Le PPI, effectivement, a été bouleversé l'année dernière par le fait des exactions. Les investissements ont été bien entendu revus et on est en train de travailler effectivement sur un nouveau PPI qui intègre les dépenses que la ville peut prendre en charge durant les années 2025, 2026 et 2027. Et vous posez la question sur les opérations autres que celles du CIS et de la DARS. Il y en a effectivement d'autres, hein. Je pense à l'extension du cimetière de Ploum, je pense au réseau d'eau sur la coulée. On a une rénovation ponctuelle du CIS actuel, le temps que les travaux du nouveau projet se réalisent. On a la réparation de la vidéoprotection aussi qui avait été largement dégradée durant les exactions, et on a des investissements récurrents comme le revêtement des routes par exemple, les investissements qu'on peut faire dans les bâtiments communaux, les écoles, etc. Donc effectivement, tout l'objectif d'aujourd'hui, c'est de reposer tout ça sur un nouveau PPI et de le relisser par rapport à nos capacités budgétaires. Dès que le document sera prêt, on vous le divulguera. Y a-t-il d'autres interventions concernant ce débat d'orientation budgétaire ? Oui, monsieur Sao. Oui, merci, monsieur le maire. Autre question, notamment sur l'épargne et la composition de la dette. Étant donné qu'on a bien compris qu'il n'y aurait pas d'emprunt engagé pour cette année 2025 et qu'on fonctionnera sur fonds propres, uniquement sur la composition de la dette aussi qui était évoquée dans le rapport, est-ce que les effets d'annonce du ministre de Bercy sur une baisse du taux de livret A aura une conséquence sur nous, sur l'encours de dette? Est-ce que ça va nous permettre d'avoir des emprunts finalement à un taux plus bas, étant donné que le taux du livret A, lui, sera sur 2,5 au lieu d'être à 3%, mais étant donné que la majeure partie de nos emprunts sont des emprunts AFD, peut-être que ça sera limité, étant donné qu'on n'est pas lié sur le livret A, sur ces emprunts AFD, mais enfin, est-ce qu'on a une possibilité d'avoir moins d'emprunts à payer finalement? Et surtout, pourquoi ne pas emprunter dans une année qui est plutôt favorable à l'emprunt, vu qu'on a des taux d'intérêt qui sont plus faibles, de façon à financer nos opérations d'investissement et puis finalement de participer aussi à l'effort de guerre pour essayer de relancer la machine économique. Hier sont dévoilés les secrets d'une CAO. On a bien vu que les différents prestataires étaient à la recherche de travail et que la commande publique, finalement, était le principal levier de relance économique pour ces opérateurs. Donc oui, il faut baisser les investissements parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une visibilité sur nos possibilités d'emprunt, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen de trouver un juste milieu de façon à maintenir le taux d'investissement de la collectivité et même d'être proactif de façon à participer nous aussi à la relance économique? Oui, alors je pense qu'on a bénéficié de taux encore plus avantageux depuis maintenant 5 ans, 6 ans. C'est pour ça que d'ailleurs la ville, tous les ans, a ouvert un emprunt. Je vous rappelle, on a même eu 2 emprunts, 2 prêts à taux zéro pour l'achat, les prêts verts là, pour les lampadaires en LED. On a eu des prêts très avantageux. C'est pour ça que d'ailleurs que moi j'avais souhaité qu'on mette un maximum dès le début de la mandature, parce qu'en même temps, on vivait déjà le Covid, qui était déjà une situation compliquée. Je vous rappelle qu'on a vécu, nous, une commune coupée en 2 encore déjà pendant 2 mois avec Prony Resources, qui nous a amené des ressources en moins 2 ans après. On a eu la crise économique, les référendums, enfin tout ça, heureusement qu'on avait déjà fait nos emprunts et qu'on avait lancé un maximum de réparation, de construction. Notre réseau routier était considérablement dégradé avec les pluies diluviennes qui se sont quand même déversées sur la Calédonie pendant 2 ans. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, même si on voulait emprunter pour aller plus loin, on serait pas suivi, à peut-être un petit prêt par-ci par-là, mais aujourd'hui les banques, pareil, c'est elles qui prêtent pas. C'est pas tant les collectivités qui ne veulent pas emprunter. Vous savez, quand on nous explique, là, on était à 119% d'endettement, qui est important quand même, 119% d'endettement. Savoir que les départements d'outre-mer, ils tournent plutôt autour de 200% d'endettement. Mais eux, ils ont le droit et nous, on n'a pas le droit. Voilà.
Mais alors, quand on nous dit attention, attention, hein, on est loin de ce que d'autres. Voilà. Sauf que nous, on est régi PTOM, là, on est régi par des règles peut-être particulières vis-à-vis de la Banque des Territoires et de l'AFD. En tous les cas, ils sont toujours là pour regarder de près nos comptes. Hein. Ça, je peux vous garantir qu'ils nous passent à la censure. Après, il y a aussi la dynamique qu'on pourra lancer la ville, hein, cette dynamique de ville, tout ce qu'on pourra mettre en place. On a passé au CFA, on a mis en place le CFA dans une école de la ville. On a l'espace de travail partagé, le TP, qui prochainement va être aussi mis à disposition gracieuse des auto-entrepreneurs. Donc, c'est des petites actions qui sont à notre niveau et qu'il faudra faire. Voilà. Et je pense que là, à partir de là, mais nous, on doit aussi penser, je vous dis, à ce que nos bâtiments ils ne soient pas vieillissants. Enfin, c'est aussi ça notre politique. Hein. Alors après, moi, je comprends qu'il faille aider tout le monde, mais aujourd'hui, nous, on est un petit peu au bout du bout. Hein. Là, on vient de dégraisser le mammouth de façon considérable. Après, on ne saura plus faire. Hein, après, hein. Voilà. Voilà. Oui. Juste, si vous permettez, monsieur le maire, de rajouter quelque chose. C'est vrai que l'idée est bonne d'emprunter contre ces bas, mais donc au BP 2025, là, on prévoit quand même en matière d'investissement avec les restes à réaliser 700 millions. L'expérience nous prouve les années précédentes que c'est notre capacité à dépenser sur une année, même quand on met 1 milliard, 1,2 milliard d'investissement en fin d'année, on voit qu'on réalise que 700 millions en gros, 700, 800 millions, pas plus. Donc voilà, on est quand même presque comme dans les années précédentes en matière d'investissement pour l'année 2025. Après 2026, ça sera autre chose. Merci, monsieur le maire. Plus d'intervention? Je vais continuer, monsieur le maire. Ah, d'accord. Allez-y. Merci, monsieur Afchin, pour les précisions, notamment sur la capacité d'investissement de la collectivité. Ce sont des données importantes, mais ce sont des données qui doivent nous alerter aussi. On a inscrit plusieurs fois, en début de mandature, 1,1 milliard, 1,2 milliard d'investissement sur une année. Si on n'était pas en capacité de pouvoir le faire, il aurait fallu rectifier ou faire en sorte d'y parvenir sur le taux d'exécution. Et là, je reviens sur les documents qui nous sont présentés à chaque fois, chaque année, sur les BP qui sont préparés. Soit ils ont été insincères, soit ils ont été camouflés. Enfin, ça interroge sur les chiffres qui sont communiqués de façon à ce qu'on puisse débattre aujourd'hui ici. Mais passons. On a d'autres chats à fouetter, j'ai envie de dire, en ce moment, plutôt que de revoir sur ces données qui nous ont été communiquées, parce que sinon, ça va reprendre aussi sur les 45 postes évoqués tout à l'heure, qu'il faut savoir s'il faut les geler ou pas. Il ne me semble pas que sur les années précédentes, on ait évoqué 45 postes qui n'auraient jamais été pourvus depuis 2020. Donc, ça pose des questions sur les données ou sur les chiffres qui nous sont communiqués. Si, ils sont dedans, vos chiffres sur le personnel. Ils ont toujours été tous les ans. Hein. Je ne vous laisse pas dire ça parce que c'est faux. Tous les chiffres du personnel, ils sont dans les tableaux. Donc, oui. On va vous les retrouver si vous n'avez pas vos notes. Mais tous les chiffres ont toujours émis. Et je dis un moment, oui. Il ne faut pas laisser les poches gelées. On doit les enlever. Voilà. Mais en tous les cas, ils ont toujours été là. Mais 45 postes, on n'a jamais écrit tel quel, noir sur blanc, comme c'est présenté aujourd'hui, 45 postes gelés qu'il faut à présent acter, de savoir s'il faut les poursuivre, s'il faut continuer à les inscrire ou pas. Parce qu'il n'y en avait pas 45. Je termine juste mon intervention, monsieur le maire. Depuis tout à l'heure, nous avons un débat très respectueux les uns envers les autres. Il faut donc poursuivre sur ce que nous venons de commencer. À la page 12 est évoquée la participation de la collectivité au sein du SMTU et sur la réduction de notre participation, puisque ça a été une demande aussi du SMTU, étant donné que nous aurons la rentrée la semaine prochaine. D'habitude, nous avons le débat d'orientation budgétaire après la rentrée, ce qui nous permet d'avoir les chiffres de la rentrée également. Cette année, on commence quelques jours avant, c'est pas grave. Y a-t-il des retours sur la mise en place du SMTU, sur le transport scolaire au sein de la commune? Est-ce qu'on a une idée de comment va se réaliser ce transport scolaire ou sur le transport
en commun tout simplement au sein de la commune. Vu que le SIGN a demandé à baisser notre participation, on a des annonces contraires un peu sur ce qui se passe à Taneo. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'on a nos représentants ici au sein du SIGN ou au sein de Taneo qui pourraient nous faire un retour sur l'évolution du transport scolaire dans la commune pour la rentrée 2025? Monsieur Berthelot ou Monsieur Pagalois, si vous avez les chiffres sur la rentrée scolaire avec le SMTU, les nouvelles lignes, les... Oui, donc Monsieur le maire, pour répondre effectivement à la question de Monsieur Sao, donc dispositif qui a été mis en place et validé la semaine dernière par le CR du SMTU. Donc on avait préalablement 30 lignes l'année dernière. Donc on a fait des restrictions au niveau de ces lignes. Donc nous sommes tombés à 8 lignes. 8 lignes, effectivement, où il sera axé effectivement pour desservir les collèges et les lycées. Et les grands axes justement pour les grosses communes, en fait. Que ce soit Païta, Nouméa, Daber et Mondor. Ce qui a été acté notamment au SMTU, donc le budget qui était de l'ordre de 4 milliards est tombé à 800 millions. 800 millions, ce qui fait une économie de plus de 2,8 milliards à peu près. Hein. Donc on était bien obligé de faire ces efforts financièrement parce qu'on ne pouvait pas continuer sur le format initial. Voilà pour les lignes du réseau Taneo. Concernant les transports scolaires, donc on a mis en place ce dispositif justement pour que le réseau Taneo puisse permettre justement la reprise de la rentrée scolaire, puisque comme vous le savez, il n'y a plus de convention avec le SCT, c'est terminé. Donc le SCT c'est terminé, nous avons tous orienté vers le transport du Taneo, concernant la scolarité en fait. Voilà, c'est ce que je peux vous dire par rapport au SMTU. Merci. Ça répond à votre question, M. Sao. Allez-y. Non, juste une dernière remarque concernant la rentrée scolaire, puisque j'ai commencé à l'évoquer. Saluer les efforts de la Caisse des écoles pour maintenir un prix de la cantine qui est le moins élevé de l'agglomération. On a beaucoup été décrié, notamment sur le fait d'avoir fait plusieurs lots et puis d'avoir essayé une autre offre à la cantine pour la Caisse des écoles. Aujourd'hui, ce travail est payant, étant donné qu'on a une cantine qui coûtera moins cher comparativement aux 4 communes du Grand Nouméa, et notamment comparé à celui de Nouméa qui a plus que doublé entre 2024 et 2025. Donc des efforts à poursuivre, Monsieur le directeur, puis Monsieur le maire, de continuer sur votre axe de l'action sociale, comme vous l'avez évoqué, que c'était une priorité pour cette année 2025. Je peux vous garantir qu'on vous soutiendra si vous poursuivez vos actions en matière d'entraide sociale. Je vous remercie. Merci. Je voulais d'autant plus rappeler que nous avons un prestataire, j'entends la polémique à chaque rentrée scolaire sur les mauvais repas, cher et pas bon, etc., etc. Nous avons un prestataire différent qui donne aujourd'hui très grande satisfaction aux enfants. Je rappelle juste que par rapport à une offre normale, on paye 30 millions de plus dans le marché pour pouvoir avoir ce prestataire et qui est entièrement absorbé par le budget de la ville. Voilà. Donc c'est aussi pour le gamin, pour qu'il puisse travailler à l'école, pour qu'il souhaite bien, qu'il puisse bien manger. Je crois que c'était important, la politique qui est menée, et j'en remercie monsieur le directeur de la Caisse d'école et la présidente. Y a-t-il d'autres interventions avant que nous passions au vote? Monsieur... Dans les explications de vote, Monsieur Alguerres. Ah, mais ça, c'est les explications de votre parti politique, monsieur. Moi, je suis le maire. Ah non, il y a vous aussi. Alors,
Depuis 2020 et le début de cette mandature, la Nouvelle-Calédonie traverse des crises successives majeures qui ont bouleversé son équilibre économique, social et institutionnel. La pandémie de Covid, la crise de l'usine du Sud, les 3 référendums successifs et la récession économique avaient déjà fragilisé notre territoire. À cela s'ajoutent les émeutes du 13 mai 2024 qui ont contribué à amplifier l'insécurité, détruit de nombreuses infrastructures et des pans entiers de notre économie. Le contexte institutionnel reste incertain. Nous attendons encore une réponse claire et durable à cette crise multifactorielle. La ville du Mont-d'Or accompagnera donc sa population comme elle l'a toujours fait, dans un esprit de responsabilité, de pragmatisme et d'équité. Ainsi, les mesures nécessaires pour protéger nos concitoyens et assurer la continuité des services essentiels seront prises. C'est dans cet esprit que nous présentons ce débat d'orientation budgétaire 2025 qui allie pragmatisme budgétaire et maintien des services essentiels. L'équation est simple, nous devons faire aussi bien avec beaucoup moins. En quelques années, le budget de la ville du Mont-d'Or est passé de 7 à 5 milliards de francs, soit une baisse de 40%. Cette forte diminution est directement liée à la situation économique de la Calédonie. Face à cette réalité, nous avons pris des décisions difficiles mais nécessaires. Une réduction des dépenses de fonctionnement de pratiquement 11% en 2024 grâce à une meilleure gestion et à la suppression des dépenses non essentielles. Une réorganisation budgétaire autour des 3 priorités de l'exécutif, la sécurité, l'aide sociale et le soutien économique. Une réduction des charges de personnel de 8% obtenue via le gel des recrutements et des réorganisations internes après une redéfinition des missions. Une réduction des subventions et un recentrage des aides avec des dispositifs les plus indispensables. Une réduction de l'endettement avec des encours de dette maîtrisés à moins de 4,5 milliards et une capacité de désendettement à un peu moins de 8 ans. En matière d'investissement, les arbitrages ont été difficiles. Cependant, un niveau d'investissement important sera maintenu avec près de 770 millions de crédits. Les projets prioritaires seront donc poursuivis. La finalisation des opérations en cours, notamment celles inscrites dans le contrat d'agglomération 2017-2023, l'entretien du patrimoine communal afin de limiter les coûts futurs liés à une détérioration des infrastructures, la construction d'un centre d'incendie et de secours pour garantir une meilleure protection de la population, l'aménagement de la darse du Vallon d'Or pour développer l'économie autour de notre projet de pôle de la mer et éviter un isolement en cas de crise, l'extension du cimetière de Ploum. Ces choix budgétaires ne sont pas ceux de l'austérité, mais ceux du pragmatisme et de la résilience. Nous avons trois piliers pour une action municipale renforcée. Notre responsabilité en tant qu'élus est de répondre aux attentes légitimes de nos administrés. Face à l'instabilité institutionnelle, économique et sociale actuelle, les Mont-d'Oriens comptent sur nous et nous avons le devoir d'être à la hauteur de notre engagement. Les Mont-d'Oriens nous le disent chaque jour, ils veulent des actions, pas de l'attente. Nous refusons de laisser notre ville s'enliser dans l'immobilisme. Nous prendrons des décisions fermes pour garantir au mieux les services publics les plus essentiels en traitant chaque habitant avec dignité. L'action municipale s'articulera donc autour de 3 priorités essentielles, la solidarité, le soutien économique et la sécurité renforcée. La solidarité avec un maintien des dispositifs d'aide aux familles en difficulté, un soutien aux associations et aux acteurs sociaux de terrain et un maintien de services de proximité pour améliorer le quotidien des Mont-d'Oriens. Le soutien économique, avec une économie en berne, la ville aura un rôle important à jouer pour stimuler l'activité économique locale, suivre la reconstruction des commerces et des entreprises locales détruites lors des émeutes, valoriser son patrimoine et ses infrastructures telles que l'espace de travail partagé ou le marché de Boulary, continuer d'accueillir et de soutenir les organismes tels que le CFA, l'ADIE. Au niveau de la sécurité renforcée, l'insécurité reste une préoccupation majeure pour tous. Pour y répondre, nous avons renforcé notre coopération avec l'État, une convention de coordination avec la gendarmerie nationale pour améliorer la réactivité des forces de l'ordre, une mise en place d'un protocole de participation citoyenne favorisant la collaboration entre habitants et forces de sécurité, la poursuite des investissements dans les vidéoprotections et l'amélioration des équipements municipaux, la construction du futur centre incendie-secours dans la partie sud de la commune et le maintien des effectifs actuels. Monsieur le maire, chers collègues, cette situation préoccupante ne doit pas nous empêcher avec lucidité de poursuivre la construction d'une société équitable défendant nos valeurs océaniennes et républicaines.
Merci, monsieur le chef de groupe. C'est bien. Comme il n'y a plus d'autres interventions, je vous lis la délibération que nous ne voterons pas. Hein, il faut voter. Ah bon, ben que nous voterons. Voilà. On a pris acte, mais il faut voter qu'on a pris acte. Il y a des débilités dans le monde, vous savez. Dans son article 1er sur cette délibération relative au débat d'orientation budgétaire, pour l'exercice 2025, c'est appuyé donc ce débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2025 si annexé et qu'il s'est déroulé dans les conditions prévues par l'article L212 1er du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Avis favorable du Conseil. Donc, je vous rappelle la date du prochain Conseil municipal, le 13 mars, jeudi 13 mars, pour le budget. Et puis, une bonne rentrée scolaire au papa, aux mamans, hein, pour les enfants, aux grands-parents. Allez accompagner on sera devant les collèges et les écoles hein, pour la distribution du livret scolaire, comme tous les ans, lundi. Demain, la haut-commissaire déléguée, Madame Merck, sera présente sur la commune. On ira lui montrer les projets structurants. Elle viendra visiter, prendre un peu connaissance de la commune. Puis on en profitera pour passer voilà, les petites demandes. Voilà. Merci à toutes, merci à tous, merci à la presse, merci au système de vidéo. Oui. 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 Ah oui? Oui, oui. Merci à tous, bonne soirée.